Pendant 21 mois, de 1988 jusqu'à janvier 1990, un tueur inconnu plonge la ville de Rochester et sa région dans la terreur. 11 victimes reconnues, pour la plupart des prostituées, sont étranglées et leurs corps déposés sur les rives de la Genesee River ou dans les sous-bois des environs. D'autres disparitions, notamment celles de prostituées noires telles que Kim Logan ou Rosalie Oppel, n'ont jamais pu être élucidées. Rochester, dans l'État de New York, est le siège de l'empire Eastman Kodak qui, après un énorme boom économique, a connu une grave récession au début des années 80, au point de supprimer un très grand nombre d'emplois. À quelques pâtés de maisons de l'usine Kodak, Lake et Lyell Avenue représentent le quartier chaud d'une prostitution à bas prix. Ces deux artères n'ont rien d'attractif avec leur alternance de vendeurs de voitures, d'occasion, de boîtes, de striptease et de bars à l'apparence louche. Les prostituées, généralement assez jeunes, sont presque toutes droguées ou alcooliques. Habillées en jeans, elles sont indépendantes, car leurs tarifs sont si bas qu'elles n'attirent pas la convoitise de protecteurs. 10 $ pour une fellation, 30 $ pour half and half, moitié-moitié, une pénétration et une fellation. La nuit, le quartier est totalement désert, ce qui les rend vulnérables. Pendant plusieurs mois, la police se demande si elle a affaire à un seul et unique tueur. Cela concerne principalement une des victimes, Dorothy Keller, âgée de 58 ans, qui ne correspond pas au profil des autres infortunés. Ni drogués ni prostituées, les restes squelettiques de Keller ont pourtant été découverts en octobre 1989, dans la Genesee River, près de 6 mois après sa disparition. Une autre femme, June Stott, diffère aussi de la norme de ces prostituées qui ont payé de leur vie l'erreur de choisir le mauvais client. Âgée de 30 ans, June Stott était légèrement débile et n'avait jamais exercé ce métier. Le manque flagrant d'indices donne naissance aux rumeurs les plus folles dans une affaire qui ne quitte plus la une des quotidiens locaux. L'assassin est un habitué des prostituées. Il cherche, selon les uns, à se venger après avoir attrapé le sida lors d'une passe. Pour d'autres, c'est un policier qui est connu des filles. Il les attire sous des prétextes ou les place en état d'arrestation. Ou l'homme déteste les femmes. En tuant des prostituées, il se débarrasse en fait d'une mère ou d'une sœur aînée qu'il haïssait. Le meurtrier doit appartenir à un culte satanique du style de celui de Charles Manson, ou bien il se déguise en pasteur pour mieux tromper ses victimes. Malgré tous les efforts de la police, qui a même obtenu une coopération totale de la part des prostituées sur le terrain, aucune piste n'aboutit. Une collaboration active et réciproque entre policiers et prostituées est cependant plutôt rare dans ce genre d'affaires, ainsi qu'on a pu, malheureusement, le constater dans le cas du Green River Killer, un tueur inconnu de 49 prostituées dans la région de Seattle. En désespoir de cause, les autorités locales font appel au FBI qui dépêche l'agent spécial Greg McCrary. Le profil psychologique du serial killer établi par le FBI s'avère déterminant sur un point. Il recommande aux policiers de surveiller avec un maximum d'attention les endroits où des cadavres ont été déposés, et surtout les alentours du fleuve Genesee, proche de Rochester, car le tueur a de fortes chances d'y revivre l'excitation de ses crimes. Les hypothèses les plus absurdes circulent pendant des mois jusqu'à ce mercredi 3 janvier 1990. Où vers 11h40, une patrouille en hélicoptère repère un homme d'une quarantaine d'années debout sur un pont de Salmon Lake, à Ogden, une banlieue résidentielle de Rochester. Sous ce pont, à environ 6 mètres en contrebas, les policiers aperçoivent un cadavre de femme. Le suspect monte ensuite à bord d'une Chevrolet Celebrity grise pour se rendre dans une maison de repos de Wedgwood. 2 motards, dépêchés par radio, identifient bientôt le propriétaire du véhicule. Arthur Shawcross, né le 6 juin 1945, qui leur présente un permis de conduire périmé. Il n'aurait pas eu le temps de le renouveler. Il vient de sortir d'un long séjour en prison. La présence de Shawcross près d'un cadavre ne suffit pas et ne prouve rien, mais la police croit rarement à de telles coïncidences, d'autant que le casier judiciaire de Shawcross leur apprend qu'il est en liberté conditionnelle depuis 1987, après 15 ans de prison pour meurtre de 2 enfants. Jack Blake, 10 ans, et Karen Ann Hildan, 8 ans, dans sa ville natale de Watertown. Karen a été molestée par Shawcross.
Voici comment il décrit lui-même ses 2 premiers crimes dans des aveux consignés en 1972, puis s'est réitéré à la police de Rochester le 4 janvier 1990. J'avais été invité à une soirée d'anniversaire en famille. Comme il faisait beau, je décidai de couper à travers champs pour prendre un raccourci. Au lieu de suivre la route, je me préparais à partir quand ce gosse frappe à la porte en demandant si je voulais l'accompagner à la pêche. Je lui réponds que ce n'est pas possible. Je referme la porte et sors par l'arrière de la maison, en passant par un champ vers le centre commercial. Un peu plus loin, je me retrouve dans les marais et j'entends un bruit derrière moi. Le gosse m'avait suivi. Je suis retourné l'aider à sortir de l'étang où il était tombé. Écoute, arrête de me suivre. Il refuse de m'entendre et me dit qu'il va où il a envie, que personne ne peut l'en empêcher. Je le laisse et je continue mon chemin. Je franchis une barrière de fil de fer barbelé, puis un autre étang. J'entends un nouveau splash. Il a chuté à nouveau dans cet étang. Je suis vraiment furieux maintenant. Je commence à l'injurier en lui disant de retourner chez lui. Il me répond « Je vais où j'en ai envie ». Alors j'ai perdu tout contrôle. Je l'ai frappé d'un coup de poing à la tête. Il est tombé et je suis parti. Plus tard, je suis arrivé chez ma belle-mère pour la fête. Nous sommes rentrés à la maison vers les 11 heures du soir. Il devait être vers les 2 ou 3 heures du matin lorsque la mère du gosse est venue me demander où se trouvait son fils. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. J'ai su d'instinct qu'il devait toujours être là-bas. 3 ou 4 jours plus tard, je suis allé m'en assurer. Il était dans l'eau. J'ai essayé de cacher son corps avec des feuilles avant de retourner à Watertown. J'avais peur, mais je décidai de ne plus y penser. Je suis retourné le voir et il n'y avait plus qu'un squelette. Le médecin légiste qui autopsie le corps de Jack Blake pense que celui-ci a été forcé à se déshabiller avant son décès ou qu'il l'a été après sa mort. La police soupçonne aussi qu'il a subi des violences sexuelles. Par la suite, Arthur Shawcross donnera une version différente du meurtre de Jack Blake, mais celle-ci est à prendre avec des précautions, car enregistrée par les soins des psychiatres de la défense. Au moment de son procès, en 1990, Shawcross tente de se faire passer pour un cannibale. Victime d'abus sexuels très graves durant son enfance, sa mère l'aurait violemment sodomisé avec un manche à balai. Elle lui aurait rompu la paroi anale, mais aucune preuve médicale ne permet de soutenir cette thèse. Shawcross ajoute qu'il a appris à tuer et à mutiler des femmes au Vietnam. En pleine audience, on projette une vidéo qui le montre sous hypnose. La défense cherche à prouver que Shawcross n'est pas responsable de ses actes et qu'il doit être envoyé en hôpital psychiatrique. Shawcross, bien que possédant un quotient intellectuel moyen de 96, est un criminel endurci par plus de 15 années de prison et il sait embobiner les autorités judiciaires ou psychiatriques. À l'image de la plupart des serial killers, il connaît à merveille les réponses que les psychiatres ou les psychologues attendent d'individus comme lui. Jamais Shawcross n'avait mentionné des abus sexuels ou son goût du cannibalisme quand les policiers l'ont interrogé, ni en 1972, ni en 1990. Écoutez donc cette nouvelle version de l'assassinat de Jack Blake. Je l'ai frappé à la tête et à la gorge avant de l'étrangler, dit Shawcross. Ça m'a fait le même effet qu'ici à Rochester car j'ai coupé des morceaux de son corps pour les manger. J'ai emporté son pénis, ses testicules et son cœur pour les dévorer. J'ignore pourquoi j'ai agi ainsi. J'ai également violé son cadavre. Pareil avec toutes les filles de Rochester, je me suis même allongé un moment auprès de certaines d'entre elles. Je n'arrive pas à m'expliquer mon attitude, mais c'est comme ça. En janvier 1990, les détectives Blythe, Militello, Barnes, Borriello et Campion questionnent Arthur Shawcross sur le meurtre des 2 enfants. Il répète quasiment mot pour mot ses aveux de 1972. À Watertown, il n'y est pas question de cannibalisme, ni de mutilation post-mortem. Demande le détective Blythe. Tu as eu des rapports avec ce garçon? Non, répond Shawcross. Tu le connaissais bien? J'allais souvent pêcher avec lui. Et la petite fille, tu peux nous dire comment elle était? Oui, elle avait des cheveux blonds ou châtain clair. Ils lui descendaient jusqu'aux épaules. Elle était développée pour son âge, avait-elle de la poitrine? Je ne m'en souviens plus, mais elle était de taille moyenne. Elle était jolie? Oui. Et ça s'est passé où exactement? Près de Mill Street, à Watertown. J'y pêchais depuis 2 heures environ, c'est à l'embranchement avec la Black River. Il faisait très beau ce jour-là, et je l'ai aperçue. Je lui ai demandé si elle n'avait pas peur d'être toute seule, et elle m'a répondu qu'elle venait souvent par ici. Tu es resté combien de temps avec elle? Pas plus de 10 ou 15 minutes.
Comment était-elle habillée? Je crois qu'elle avait un short, ou peut-être un pantalon. Tu as eu des rapports sexuels avec elle? Oui. Et elle était toujours vivante? Oui. Tu étais déshabillée? Non, j'avais baissé mon pantalon. Et elle était allongée par terre? Non, je crois qu'elle était penchée en avant. Tu lui as retiré ses vêtements, juste son short ou son pantalon qui était baissé. Tu l'as pénétrée par derrière? Oui, je l'ai pénétrée avec ma queue. Je sais que c'est difficile pour toi de nous raconter tout ça, dit le détective Militello, et je voulais te dire que nous apprécions ton aide. J'essaie d'oublier le passé, soupire Shawcross. Où étais-tu quand tu l'as étranglée? Reprend Blight. Tu la pénétrais toujours. Elle était debout quand je l'ai tuée. Et tu penses qu'elle t'a suivi parce qu'elle voulait avoir des rapports avec toi? Non, je ne le pense pas, parce qu'elle pleurait et saignait en même temps. Lorsque je l'ai vue, je n'ai plus entendu aucun bruit autour de moi. Tout était silencieux. La lumière du jour est devenue plus étincelante et j'ai cru qu'il s'agissait de ma sœur, Janie. Je l'ai d'abord obligée à me faire une fellation avant de la violer. Elle avait peur. Elle hurlait. Puis, voyant ce que j'avais fait, je l'ai étranglée. La luminosité a disparu et j'ai recouvert son cadavre avec des débris et des pierres avant de quitter les lieux. Sans que les enquêteurs lui en fassent à la demande, Arthur Shawcross mentionne les rapports incestueux qui le liaient à sa sœur Janie. J'ai raconté un jour à ma mère que ma sœur et moi étions plus que de simples frères et sœurs. Qu'as-tu raconté à ta mère? Demande Blythe. Ma sœur Janie a 3 ans de moins que moi. Elle est maintenant mariée à un militaire et ils ont longtemps vécu en Grèce. Il hésite, reste silencieux un moment. Tu avais des rapports avec elle, poursuit Militello. Non, je la suçais seulement et je la caressais. Ça a duré 3 ans, jusqu'à ce qu'elle ait 17 ans. Et elle faisait pareil pour toi? Non, non. Elle se laissait faire, c'est tout. Interrogée par la suite, la sœur d'Arthur Shawcross, Jenny Williams, nie fermement avoir eu de quelconque rapport sexuel avec son frère. Pour les meurtres des 2 enfants, Shawcross montre encore une fois son habileté. Il passe un marché que les autorités judiciaires n'auraient jamais dû accepter en échange de ses aveux volontaires sur les 2 crimes, puisque aucune preuve ne le lie directement à ses forfaits. Il est condamné à 25 ans de prison pour le seul meurtre de Karen Anil. Aucune poursuite n'est engagée à son égard concernant l'assassinat de Jack Blake, pas plus que pour le viol de l'adolescente. On promet aux parents des victimes que Shawcross ne sortira pas de prison avant la fin de sa condamnation et que la commission chargée des mises en liberté ne relâchera jamais un tel criminel, d'autant qu'il a commis ces meurtres, alors qu'il était libéré sur parole. On sait ce qu'il advint de cette promesse. En ce début d'après-midi du 3 janvier 1990, la police apprend avec intérêt que Shawcross travaille de nuit à confectionner des salades pour un traiteur de Rochester. À nouveau, un autre élément coïncide avec le témoignage d'une prostituée inquiète au sujet d'un de ses clients, un certain Mitch qui travaille la nuit pour un traiteur. Il ne peut jouir que si sa partenaire feint d'être morte. L'attitude de Shawcross paraît étrange au détective. Placide, débonnaire, tranquille même, il se soucie peu de savoir de quoi on l'accuse. Il explique sa présence sur le pont par une envie d'uriner après le déjeuner. Personne ne le croit. Il se trouve dans un lieu très fréquenté en plein jour. De plus, le pont se situe à moins de 5 km de sa destination, la maison de repos de Wedgwood, où il aurait pu se soulager. La police pense que Shawcross, sur le pont, regardait le cadavre pour revivre l'excitation du meurtre et en ressentir une forte jouissance. Peut-être se masturbait-il? À 13h30, Shawcross accordait au policier Mousseau l'autorisation de fouiller son véhicule avant d'être reconduit chez lui et placé sous surveillance. Pendant la nuit et la matinée du 4 janvier, la police enquête. Des inspecteurs partent dans les quartiers chauds de Rochester, autour de l'Aiel et de Lake Avenue. Ils y interrogent à nouveau les prostituées, mais cette fois-ci, ils se munissent de photos d'Arthur Shawcross. Nombre d'entre elles le reconnaissent, c'est Mitch, un habitué qui a beaucoup de mal à bander et à maintenir une érection. L'une d'elles, Joanne Van Ostrand, fournit un témoignage capital. Elle a fait l'amour dans la voiture de Shawcross, garée dans le parc de Durand-Eastman, tout près de la Genesee River. Il lui a affirmé travailler pour GG Food Service et raconté comment il s'était blessé au pied dans un accident sur le pont de Driving Park. Il portait une armature orthopédique en plastique. Pendant leur rapport sexuel, Van Ostrand a gardé un couteau plaqué contre l'armature du pied de Shawcross, une précaution qu'elle prenait à l'égard de tous ses clients depuis le début de la vague de crimes. Elle a remarqué une lunette de visée télescopique calée entre les sièges avant de la voiture de Shawcross. Avant de partir, Shawcross lui a offert des sacs de patates et de pommes.
Quelques jours après la fête de Thanksgiving, le 4e jeudi du mois de novembre, Johan Van Nostrand a reconnu Shawcross vers 2 heures du matin en compagnie d'une autre prostituée, Elizabeth Gibson. La fille portait un manteau rose. La police découvre le corps d'Elizabeth Gibson dans le comté de Wayne à peine 11 heures plus tard. Le vernis de la carrosserie de la voiture de Shawcross est parfaitement identique à un éclat de peinture trouvé près du cadavre. Il en est de même pour les traces de pneus. La fouille de la Chevrolet Celebrity grise permet de découvrir une boucle d'oreille ayant appartenu à June Cicero, dont le cadavre se trouvait sous le pont, le jour où Shawcross a été aperçu par la patrouille en hélicoptère. Dès le matin du 4 janvier, Shawcross est confronté à ces nouvelles preuves. Il avoue à 13h08 exactement qu'il a tué Elizabeth Gibson, qu'il connaissait sous le nom de Teresa. Je la connaissais depuis mars 1989, elle travaillait sur Lake Avenue. Vers la fin de novembre, elle est montée dans ma voiture et j'ai traversé le pont en direction de Upper Falls Boulevard, puis vers Saint-Paul. En arrivant dans le comté de Wayne, je me suis garé derrière un immeuble. Nous avons discuté un moment et je lui ai raconté que j'avais un problème pour bander. « Pas de problème, me répondit-elle, je peux t'arranger ça. » Je lui ai demandé combien elle voulait. « On verra ça plus tard, me dit-elle. » Elle s'est mise à me sucer, mais ça ne marchait pas trop bien. Je la caresse un peu et je vois mon portefeuille par terre. J'ignore si elle l'avait chippé ou quoi. Je l'ai replacé dans la poche avant de baisser mon pantalon pendant qu'elle se déshabillait. Nous étions assis sur les sièges avant de la voiture. Nous avons commencé à faire l'amour lorsqu'elle m'a brusquement enfoncé ses doigts dans les yeux. Je l'ai repoussée violemment avec mon bras. Et vous savez, il a dû se passer quelque chose car elle ne respirait plus. Tu poussais sur son cou, demande Militello. Je crois que j'ai paniqué. J'ai pressé sa gorge avec mon bras. J'ai essayé de lui faire du bouche à bouche, mais ça ne marchait pas. Alors je l'ai transportée dans les bois, près d'un vieux tracteur, avant de la déposer sur le sol. Je suis retourné à la voiture pour prendre Lake Road, en direction de la centrale nucléaire. En chemin, j'ai balancé ses vêtements par la vitre de la voiture. En franchissant Irondequoit Bridge, je me suis aperçu que j'avais toujours son manteau et je l'ai jeté par-dessus le parapet. Et je suis rentré à la maison. Shawcross nie toute participation aux autres crimes dont on l'accuse. À 16h, le détective Borriello lui montre les 2 boucles d'oreilles dans des sachets en plastique différents, l'une découverte sur le corps pélusio de June Cicero, l'autre trouvée sous le siège avant de la Chevrolet Celebrity grise, dont la propriétaire est Clara Neal, la maîtresse de Shawcross. À 16h05, l'inspecteur Blythe pénètre dans la salle de conférence en compagnie de Clara Neal. Celle-ci reconnaît qu'elle prêtait régulièrement sa voiture à Arthur Shawcross. Elle ne s'explique pas la présence de la boucle d'oreille et supplie son amant de dire la vérité. Leonard Borriello accentue la pression en demandant à Shawcross pourquoi il mêle Clara Neal à cette histoire. « Tu as des rapports avec Clara Neal ?» poursuit Blythe. « Oui, à peu près une fois tous les 15 jours. Elle m'aide pour mon problème. D'ailleurs, j'ai rencontré 2 fois un psychologue. » Quel problème ? Je n'arrive pas à avoir d'érection ni d'orgasme. Je pense que c'est à cause d'un sentiment de culpabilité qui vient de mon passé. Pourquoi penses-tu ça ? C'est ce que le psychologue m'a dit. Tu t'entends bien sexuellement avec Clara ? Avec Clara, j'arrive à bander plus longtemps qu'avec Rose parce qu'elle me souffle dans l'oreille et y met aussi sa langue. Mais avec Clara non plus, je n'ai pas d'orgasme. Et avec ta femme, c'est comment ? Nos relations sont bonnes. Elle se met presque toujours sur moi. J'arrive à bander plus longtemps comme ça. Tu regardes des cassettes X ou des revues porno. Non, ça ne sert à rien. Elle ne m'aide pas. Je n'ai pas d'orgasme parce que ça me fait mal physiquement. C'est pour ça que je n'arrive pas à maintenir une érection très longtemps. Shawcross exige la présence de sa femme Rose et l'inspecteur Militello quitte la pièce pour aller la chercher. Il revient à 16h28 en compagnie de Rose Shawcross. Tout comme Clara Neal, elle supplie son mari de dire la vérité et que, quoi qu'il arrive, elle restera à ses côtés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui demande-t-elle. « Tu te souviens quand je suis rentré un soir à la maison avec des égratignures sur le visage et autour des yeux ? » ?»« Oui, je m'en souviens. »« Eh bien, j'ai été obligé de faire mal à une fille. »« Écoute, Art, dit Militello, tu voulais voir ta femme et nous l'avons ramenée. Maintenant, il vaut mieux pour tout le monde que tu dises la vérité. » Rose embrasse son mari et quitte la pièce. Il est 16h39. Immédiatement après son départ, Shawcross demande au détective Barnes de lui montrer les photos des disparus. William Barnes lui tend les clichés en lui demandant d'indiquer celle qu'il a tuée. Shawcross les place en 2 piles.
Dans le tas de gauche, il dépose les photos d'Elizabeth Gibson, Dorothy Blackburn, June Stott, Patty Ives, June Cicero, Frances Brown, Darlene Trippi, Maria Welch et Anna Stephen. Il hésite longuement en examinant la photo de Felicia Stephens, une prostituée noire qu'il n'inclut finalement pas dans sa liste de victimes. Shawcross passe des aveux complets concernant 10 victimes, mais refuse avec obstination de reconnaître sa culpabilité dans le meurtre de Felicia Stephens, alors que son cadavre étranglé a été retrouvé près de ceux de June Cicero et Dorothy Blackburn. Il est 21h05. Je ne prenais pas de noir, râle Shawcross. Pourtant, tu as bien parlé à quelqu'un de ta préférence pour les pipes? Non, jamais. Non. En novembre dernier, tu ne te souviens pas d'une conversation avec Clara Neal et son fils Robert Lee. Non, tu étais chez elle et tu as dit à Clara que tu aimais que les filles noires fassent des pipes parce qu'elles avaient de grosses lèvres. Non, ce n'était pas moi qui ai dit ça. Je ne touche pas aux noirs. Écoute, Art, dit Borriello, on a été sympa avec toi. Je sais que tu es gêné à l'idée que Rose apprenne que tu étais avec une noire. On ne te demandera même pas de signer des aveux, dit Campion, mais nous avons besoin de savoir la vérité. Elle n'est jamais montée à bord de la voiture, insiste Shawcross. Alors, comment tu expliques ce qui lui est arrivé? Je roulais le long de Plymouth Avenue vers Main Street, et il était environ 2h du matin le mercredi ou le jeudi après Noël. Je me suis arrêté au feu rouge du carrefour de ces deux rues. La vitre côté passager de la Chevrolet Celebrity était à moitié ouverte. Une femme noire s'est précipitée vers la voiture et a passé la tête à l'intérieur. J'ai tout de suite enclenché le système de fermeture automatique, la retenant ainsi prisonnière à la gorge. Avec mes deux mains, je l'ai étranglée parce qu'elle criait au viol. Puis j'ai baissé la vitre et en la tirant par les cheveux, je l'ai entraînée à l'intérieur de la voiture avant de l'achever. Ensuite, je me suis rendu à Northampton Park pour y balancer le cadavre. Je l'avais complètement déshabillée. Pourquoi ? Je voulais simplement voir de quoi elle avait l'air. Shawcross nie toujours farouchement être responsable de la disparition ou de la mort d'autres prostituées noires telles que Rosalie Oppel, Kim Logan ou Gelder Reich. Pas plus qu'il ne reconnaît avoir eu des rapports avec Felicia Stephens. À 22h, le détective Campion apporte une salade et des cuisses de poulet, mais Shawcross refuse de manger. « Je crois savoir que tu as servi au Vietnam », demande Coleman. « Oui, et j'ai même 39 morts confirmés avec mon fusil MD-16, et tout un tas d'autres non reconnus parce que j'étais tout seul dans la jungle. C'est l'oncle Sam qui m'a appris à tuer. Tu as eu des problèmes avec les femmes? Là-bas, j'en ai tué 2, une jeune fille et une adolescente. C'était un des Viet Cong. Et je les ai également mutilées. Pourquoi? Elles faisaient pareil à ça avec les Américains. » Le récit des mutilations qui suit provient de souvenirs écrits par Shawcross à l'intention des psychiatres qui l'ont examiné avant son procès. À l'époque, j'étais comme dans un brouillard. Dans une vallée non loin de Compton, j'aperçois cette femme et je la descends. Elle n'était pas encore morte et je l'attache à un arbre. Je prépare un feu de camp. Je remarque alors cet énorme arbre creux. Lorsque je l'ai surprise, Platarit était en train d'y cacher un AK-47. Un petit sentier traverse les bois pour mener à quelques huttes sur pilotis. Il y a plein d'armes, des munitions et de la nourriture. J'entends du bruit dans une des huttes. J'escalade la petite échelle. Une fille en sort. Je la ramène pour l'attacher près de l'autre. Elles sont l'enteignant, elles sont l'ennemi. Je lui tranche la gorge. Je lui coupe la tête. Les Viettes sont superstitieux. J'enfonce sa tête sur un piquet que je plante près de la cachette d'armes. Je ne me reconnaissais plus, jamais je n'avais fait une chose pareille, puis je coupe la jambe de cette femme à hauteur de la hanche et jusqu'au genou, comme un jambon. Je la cuis sur le feu de camp. Ça sentait pas trop bon, mais une fois bien rôti, je me suis mise à en manger. On aurait dit du porc ou du singe. Le reste du corps, je l'ai posé sur une fourmilière. Pendant que je prépare mon repas, l'autre fille s'est évanouie en se pissant dessus. Je l'ai violée, mais en la forçant à me sucer d'abord. Elle ne comprenait pas ce que je faisais, mais son corps, lui, comprenait. Je l'ai détachée avant de la lier à 2 arbres plus petits. Ensuite, je me suis remise à manger un peu et à aiguiser mon couteau en la regardant. Elle s'est évanouie à plusieurs reprises. Je l'ai coupée légèrement de la nuque jusqu'au pubis. Elle a crié et chié de terreur. J'ai pris mon MD-16 en enfilant une tétine sur le canon pour le rendre silencieux et en visant son front, j'ai appuyé sur la gâchette. Finalement, je lui ai coupé la tête en l'installant sur un piquet comme pour l'autre. J'ai suspendu son cadavre par les pieds, puis je l'ai mutilé comme on le ferait avec une vache.
Pourquoi? Quelques jours plus tard, j'ai dit à certains de nos hommes de passer prendre les armes et les munitions. Ils ont tout brûlé, mais en laissant les têtes. Les Viettes ne sont plus jamais revenus. Superstition. Les Viettes nous torturaient bien, pourquoi on n'aurait pas fait pareil? Les aveux de Shawcross. Le récit des meurtres qui suit est tiré de 2 rapports de police en date du 4 janvier 1990. New York State Police Henrietta, Cassanday 90 004 à 007, 62 pages. Interrogatoire d'Arthur G. Shawcross, enregistré au 4e étage du Public Safety Building, Monroe County, 70 pages, ainsi que de bandes vidéo qui m'ont été fournies par Charles Siragusa, procureur chargé des poursuites lors du procès d'Arthur Shawcross. Dorothy Blackburn, 27 ans, décédée en février 1988. Tu te souviens de la première que tu as tuée? Oui, dit Shawcross, c'était Dorothy Blackburn. Je l'ai rencontrée à Ten City, sur Lake ou Lyell Avenue. On s'est dirigé sur West Main Street, près des grands immeubles, où je me suis garé dans un parking. Et nous avons commencé... Elle me faisait une fellation et je sais pas ce qui lui a pris, mais elle m'a mordu. Elle t'a mordu le pénis? Ouais, j'étais furieux et je l'ai étranglée. Il était quelle heure? En fin d'après-midi, vers les 6h30. Tu avais accepté de la payer pour le sexe? Oui, 20 $. Et c'était pourquoi? Une fellation. Juste une fellation? Oui. Elle était déshabillée ou pas, elle était complètement nue. Et elle m'a dit qu'après la fellation, on ferait l'amour. Je lui ai répondu qu'on en discuterait plus tard. C'est toi qui l'as déshabillée. Non, c'est elle. Et pourquoi elle t'a mordu? Je n'en sais rien. Où se trouvaient tes mains pendant qu'elle te suçait? Une derrière sa tête et l'autre dans son dos. Elle a eu un problème pendant la fellation ou elle le faisait comme tu voulais? J'avais toujours des difficultés à bander. Mais sinon, tout marchait bien. Comment as-tu fait pour l'étrangler? Avec une main. Ma main droite. Et après, j'ai roulé pendant un moment. Et qu'as-tu fait d'elle? Elle était assise, morte, à côté de moi. Tu n'as pas cherché à la cacher? Non, je me suis dirigé vers Northampton Park et j'ai balancé son cadavre par-dessus le parapet du pont. Dorothy Keller, 58 ans, décédée en mai 1989, après Dorothy Blackburn. Dorothy Keller, nous avions des relations intimes et elle venait souvent chez moi. À ton domicile d'Alexander Street? Oui, elle y est restée plusieurs fois, mais elle a commencé à voler de l'argent et diverses choses et je lui ai dit. Et elle me répond, de toute façon, je fais ce que je veux, sinon je parle de nos histoires à ta femme. Je lui dis, bon d'accord, si c'est comme ça. Un jour, j'étais parti pêcher à Driving Park, lorsque je la rencontre sur le chemin qui mène au moulin. Elle m'a accompagné, mais pas pour pêcher. Finalement, on a baisé. Fellation, quel style? De tout. Fellation, je l'ai sucé, baisé par devant, sodomie. Enfin tout, quoi. Vas-y, continue. Nous avons fait un pique-nique au bord de l'eau hier. Et elle m'a dit qu'elle allait tout raconter à Rose. Alors j'ai pris une grosse branche et je lui ai balancé un coup sur le côté de la tête. De toutes mes forces. Je crois que ça lui a brisé la nuque. Et après, j'ai pris son corps pour le déposer dans des buissons tout proches et je suis parti. Tu as recouvert le cadavre? Non. Elle habitait où? Elle n'avait pas de domicile. Elle vivait dans la rue. Parfois, elle couchait à l'église catholique d'Oxford. Elle avait un emploi. Non. Et tu la payais quand vous faisiez l'amour? Non. Tu es retourné sur les lieux du crime? Oui, 1 ou 2 jours après. Mais c'était uniquement pour pêcher dans le coin. La routine, quoi. Cette expression, business as usual, revient constamment dans la bouche d'Arthur Shawcross. J'étais même présent quand la police a découvert le corps. Tu as été questionné par la police? Non. Tu avais vu des reportages aux informations annonçant la découverte du corps? Oui, je crois que oui. Pourquoi n'as-tu pas passé un coup de fil, même anonyme, pour indiquer de qui il s'agissait? Le corps a été retrouvé 6 mois après le meurtre. Après tout, c'était ton ami, tu lui devais bien ça. Je n'avais aucune raison de le faire. Cela te gêne-t-il d'avoir tué ainsi une amie? Non, pas du tout. Tu n'éprouves pas de remords? Non. Anna Stephen, 28 ans, décédée en juin 1989. Barnes lui montre une photo. Tu te souviens de cette fille? Elle était après Dorothy. Je l'ai rencontrée sur le chemin qui descend derrière l'immeuble du YMCA jusqu'au moulin, du côté sud du pont de Driving Park. Elle s'est déshabillée pour aller nager dans la rivière. Elle m'a dit de venir la rejoindre, ce que j'ai fait. On a commencé à s'amuser un peu. À vous amuser comment? À s'embrasser, à se toucher. Puis nous sommes sortis de l'Océdo pour faire un 69.
On a essayé de faire l'amour pendant pas mal de temps, je dirais environ une demi-heure, mais je n'y arrivais pas. C'est alors qu'elle m'a fortement poussé dans l'eau. J'étais furieux et en remontant sur la berge, je l'ai, à mon tour, violemment poussée. Et elle est tombée sur le côté en hurlant « Pourquoi tu as fait ça? Je vais avoir un bébé. Tu es fou ou quoi? Attends un peu que je prévienne la police. » Elle était hystérique. J'ai crié à mon tour « Si tu es enceinte, pourquoi tu es venue ici pour me baiser? Tu m'as fait mal et je vais aller le dire à la police. » Et ensuite, je l'ai étranglée avec mes 2 mains. Elle ne s'est pas débattue et est morte très vite. As-tu remarqué si elle était enceinte? J'ignore si elle était enceinte ou pas. C'est ce qu'elle m'a dit. Son ventre n'était pas enflé. Patty Ives, 25 ans, décédée en juillet 1989. Parle-nous un peu de Patty Ives. Je la connaissais bien car je la voyais souvent. Je l'avais déjà rencontrée au même endroit, au coin de Lake et de Driving Park. 2 jours auparavant, j'étais en bicyclette et on avait discuté un moment. La fois suivante, je venais de descendre du bus quand je l'ai vue. On a parlé un bout de temps et elle m'a demandé si je voulais faire l'amour avec elle. Elle voulait de l'argent. On n'a pas parlé d'argent. Il était quelle heure? Vers midi. Et ensuite, on est allé dans le parc derrière l'immeuble du YMCA. Quelqu'un avait retourné des mottes de terre qui formaient des gros tas. On s'est caché derrière un de ces tas. On a commencé à s'amuser. Vous avez eu des rapports? Oui, du sexe normal. Tu lui avais retiré son pantalon? Non, pas tout à fait, juste baissé. Tu l'as pénétré par derrière? Non, elle avait une jambe écartée. Il y avait des gosses qui jouaient dans le parc, pas très loin d'où nous étions. J'ai dit à Patty de la fermer parce qu'elle faisait trop de bruit. Elle n'arrêtait pas de bavarder. Et ensuite, elle continuait à faire trop de bruit, alors je me suis fâché et je l'ai étranglée. Elle est morte tout de suite. Non, elle s'est débattue pas mal de temps. J'étais au-dessus d'elle, avec une main lui couvrant la bouche et le nez, tandis que j'appuyais de toutes mes forces, avec mon autre bras. À ce moment-là, elle était déshabillée. Non, qu'as-tu fait du cadavre? Je l'ai tiré dans les buissons, près d'une barrière, et j'ai placé une planche de bois par-dessus. Personne ne t'a vu quitter les lieux? Non. Tu es parti en courant? Tu avais peur? Non, pas du tout. Tu éprouves des remords? Non. Frances Brown, 22 ans, décédée en octobre 1989. Qui était la suivante? Frances Brown, je crois. Où l'as-tu rencontrée? Hart. Au coin d'Ambrose et Lake. Il était environ 10 heures. 10 heures du soir. Du soir. Tu conduisais la Chevrolet Celebrity. Non, une Dodge Omni. Elle est montée à bord en me disant de traverser le pont de Driving Park. Vous aviez discuté du tarif? Non, elle est juste montée à bord. Je lui ai demandé « Combien tu veux ?» Elle m'a dit « On verra plus tard quand on sera arrivé. » Où êtes-vous allé? On a traversé le pont, Upper Falls Boulevard, et je me suis garé sur un parking juste derrière l'usine Kodak. Elle voulait 30 $ que je lui ai donnés. On a commencé en 69 avant d'avoir des rapports normaux. J'avais reculé le siège, qui était incliné vers l'arrière, et, avec son pied, elle a pété le levier de vitesse. J'étais furieux, d'autant plus que c'était la voiture de Clara. Et je l'ai frappée à la gorge jusqu'à ce qu'elle meure. Elle avait enlevé tous ses vêtements. Non, c'est moi qui l'ai déshabillée. Elle n'avait plus que ses chaussettes, et je les lui ai enlevées. Et après, elle était sur le siège avant, à côté de moi, complètement nue. Je me suis rendu à 7 Green Drive et je suis resté un moment dans la voiture. Il était quelle heure? Minuit. Qu'as-tu fait du corps? Je l'ai balancé par-dessus la falaise. En me penchant, j'ai vu qu'elle avait atterri les fesses dans l'air, et j'ai aperçu un tatouage qui indiquait « Kiss Off » ou quelque chose dans ce style. Puis, je me suis débarrassé de ses vêtements en les jetant dans une poubelle en ville. Où étais-tu garé exactement? Au bord de la rivière, sur un chemin de traverse. C'est un coin où les pêcheurs installent des tables pendant la journée. Ce sont en fait des planches en bois qu'ils déposent au bord de la rivière, la nuit venue. J'y venais très souvent. C'est un endroit où tu te sentais bien. Oui, combien de temps es-tu resté assis à côté de son cadavre? Environ 1 heure. Est-ce que tu lui parlais? Non. De toute façon, elle était morte. Tu pensais à quelque chose? Non, je ne pensais à rien de particulier. Tu écoutais la radio? Oui, de la country music. Tu ne t'es pas senti excité ou anxieux? Tu n'avais pas peur d'être repéré par une patrouille de police? Non, pas du tout. J'y étais déjà venu quelques fois la nuit et je savais que la police ne passait jamais dans le coin. La routine, quoi. June Stott, 30 ans, décédée en octobre 1989. Tu connaissais déjà June Stott?
Oui, je l'avais rencontrée 2 ou 3 fois au Midtown. Je la connaissais juste sous le nom de Jay. Elle était un peu retardée. Comment savais-tu qu'elle était retardée? En discutant. J'avais déjeuné une fois avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? On discutait le bout de gras au bord de la rivière, près de l'usine à ciment. Elle m'a dit qu'elle était encore vierge et elle voulait que je lui montre comment on faisait l'amour. J'ai dit d'accord. On a commencé à enlever nos vêtements. C'est elle qui s'est déshabillée. Oui, je l'ai juste aidée un peu pour son soutien-gorge. Il faisait nuit. Non, on était en plein jour. Et il n'y avait personne. Si, mais il ne nous dérangeait pas. On a utilisé des bouts de tapis qui traînaient dans le coin pour nous allonger dessus. Nous étions complètement nus. Et je l'ai pénétrée, mais c'était bien trop facile, June n'était pas vierge. Elle m'avait menti, et je le lui ai dit. Son vagin ne saignait pas. Je lui ai répété qu'elle se moquait de moi. Elle paraissait bouleversée, et s'est mise en colère. Elle m'a frappé, et j'ai fait pareil avant de l'étrangler. Qu'as-tu fait de ces vêtements? Je les ai jetés dans la rivière où ils ont coulé tout de suite. Tu as gardé quelque chose. Juste un petit couteau qu'elle avait toujours sur elle. Pourquoi ce couteau? Je l'aimais bien, c'était un chouette petit couteau. Qu'as-tu fait du corps? Je l'ai laissé là où il était. Tu es revenu sur les lieux? Oui, 3 jours plus tard. Dans la journée? Oui, juste avant le lever du jour. Je venais de quitter mon travail. Il y avait encore du brouillard. Tu es venu en voiture? Non, avec le bus. Je crois même que c'était le premier bus. Pourquoi revenir sur les lieux? Pour mutiler le corps. Je l'ai ouvert du cou jusqu'au vagin. Tu étais en colère après elle. Non, j'aimais bien June, mais c'était pour que le corps se décompose plus rapidement. Puis, j'ai retourné le corps sur le ventre et posé le tapis sur elle afin qu'on ne la retrouve pas. Par la suite, Arthur Shawcross affirmera à un psychiatre de la défense qu'il a violé le cadavre et en a dévoré certaines parties. Le corps était chaud. Il n'était pas encore rigide. Alors, je l'ai encore baisé. Après l'avoir mutilé de la nuque au trou du cul, j'ai découpé sa chatte que j'ai dévorée crue. Pensais-tu revenir encore une fois? Oui, une fois décomposé, je serais retourné pour jeter les os dans la rivière. Pourquoi ne pas avoir jeté le corps dans la rivière la première fois? J'aimais bien June. Pourquoi ne pas avoir enterré les corps? Je n'avais pas de pelle. Et si c'était à refaire, j'aurais aimé trouver un grand trou pour y mettre tous les corps, afin qu'elles soient toutes ensemble. Cela aurait été mieux? Oui, ça m'aurait plu. Tu as coupé June avec son propre couteau? Oui, Maria Welch vint. 2 ans décédée en novembre 1989. Où as-tu rencontré Maria Welch? Au coin de Lyell et d'Oak Avenue. Tu étais en voiture? Oui, la Dodge Omni. Vous êtes allé où? Le long de Dewey Avenue jusqu'au carrefour avec Lake. Là où il y a la plage, on y trouve un petit parking qui fait face au lac. Que s'est-il passé ensuite? Je lui ai demandé combien elle voulait. Et elle m'a dit 25 $ pour une pipe, 40 pour une pénétration et 35 pour moitié-moitié. Eh bien, je te donne 20 pour une fellation. Elle s'est mise à crier et à pousser une gueulante. Je lui ai dit « Et t'aurais dû me le dire plus tôt ». Alors elle a pris les 20 $. Nous étions encore habillés tous les deux quand elle m'a dit « Donne-moi 5 de plus et je te laisse me pénétrer ». J'ai dit d'accord et je lui file 5 de plus. On commence à faire l'amour, mais j'avais gardé mon pantalon. Elle avait passé son bras derrière mon dos et je me suis aperçu qu'elle avait piqué mon fric et mes papiers. Elle avait déjà remis le portefeuille dans la poche de mon pantalon, il dépassait encore à moitié. Je ne sais pas comment elle avait fait. Je lui ai dit de me rendre mes affaires. Sur ce, elle me répond « Pas avant que j'obtienne ce qui est à moi ». C'est alors que je l'ai attrapée pour l'étrangler. « Comment as-tu fait ?» J'étais assis à côté d'elle et je lui ai serré la gorge avec mes 2 mains. Par la suite, Shawcross devait donner au psychiatre une autre version de la mort de Maria Welch. On ne s'est pas disputé au sujet du fric. Je lui ai refilé 30 $ et elle s'est complètement déshabillée. Mais quand je l'ai tripotée à l'intérieur, je me suis aperçu qu'elle saignait et avait un tampax. J'avais jamais baisé comme ça. Je lui ai demandé de me rendre mon fric. Elle m'a répondu d'aller me faire enculer. Je lui ai serré la gorge jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. J'avais une corde dans la voiture et j'en ai profité pour lui attacher les mains et les pieds. Je lui ai enlevé le tampax pour mettre une serviette à la place. Nous étions en novembre et j'avais poussé le chauffage au maximum. Il faisait une chaleur à crever à l'intérieur de la voiture. Je suais à grosses gouttes. Elle a repris connaissance en me demandant de la détacher. J'ai enlevé la serviette et c'était presque propre. Je l'ai baisée. J'arrêtais pas de m'essuyer le visage, la sueur me coulait dessus. Elle m'a dit « Je t'aime ». Je l'ai embrassée avant de la tuer. Darlene Trippi, 32 ans, décédée en décembre 1989.
Darlene, tu l'as rencontrée quand? Un après-midi. Je ne me souviens plus quel jour, mais c'était le mois dernier. Il n'y avait pas encore de neige. J'étais sur dos salé. Que s'est-il passé? Elle s'est approchée de la voiture. Elle m'a demandé si je cherchais quelqu'un. J'ai dit peut-être. Elle est montée à bord et elle m'a fait me garer près de Dewey, à Emerson, là où 2 remorques de camions étaient garées à angle droit. Je me suis mis juste derrière et on a commencé à faire l'amour. Tu te souviens du tarif? Oui, 30 $. Pour une fellation? Oui, et aussi une pénétration. Moitié-moitié. Et que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais pas moyen d'avoir un orgasme. Et elle ne voulait pas me rendre mon fric. Ou alors je ne bandais pas. Je ne me souviens plus très bien. Elle s'est mise à jouer avec ma queue. Elle m'a dit « Ton cas est désespéré ». Elle s'est moquée de moi en me parlant comme à un bébé. Et je me suis mise en colère, je ne sais pas. J'étais gêné. C'est compréhensible. Et que s'est-il passé ensuite? Elle ne voulait pas me rembourser. J'ai essayé de reprendre mon fric par la force et elle m'a violemment tiré les oreilles. J'ai alors poussé son menton et sa tête en arrière contre la portière de la voiture. Puis, j'ai jeté son corps à Redman Road, à North Redman Road. Elle était habillée? Non, je l'ai déshabillée avant de m'en débarrasser. Les vêtements, je les ai jetés dans une poubelle au coin de la 259e et de la 104e. June Cicero, 34 ans, décédé en décembre 1989. Le détective Blythe montre à Shawcross une photo de June Cicero. Tu la reconnais? Non. Elle se prénommait June? Non, ça ne me dit rien. La seule June que je connaissais, c'est celle dont j'ai vu le nom dans le journal. June Stott. Tu étais hier sur le pont, à regarder son corps, quand l'hélicoptère t'a aperçu? C'est bien toi qui l'as emmenée là? J'ai simplement ouvert la portière et elle est tombée sur la glace en contrebas. Elle était allongée sur le dos. Et j'ai jeté un peu de neige sur elle pour mieux la cacher. C'est tout. Comment l'as-tu rencontrée? Elle était appuyée contre la portière. Où ça? Du côté passager. D'accord, mais où se trouvait-elle? Devant le magasin City Mattress sur la Yale Avenue? Il faisait nuit, vers les 2 heures du matin. Tu te souviens de la date? Non, je veux dire la semaine dernière ou ces derniers 15 jours? Probablement. Je ne m'en souviens plus. Elle était habillée comment? Je ne m'en souviens plus. Ah si, des bottes blanches? Vous vous êtes mis d'accord sur un prix. Elle voulait 50. 50. Et toi? On a fait l'amour et je lui ai donné 30 $. Elle a accepté 30. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ça ne m'a pas plu. Pourquoi? Je n'arrivais pas à la pénétrer et elle s'est fichue de moi. Elle a dit que j'étais un mollasson. Elle a rigolé. Elle a dit que je ne valais pas mieux qu'un PD. C'était pendant que vous faisiez l'amour. Non. Après, vous étiez encore habillés? Non, on était assis complètement nus. Il faisait une chaleur à crever avec le chauffage. Que s'est-il passé ensuite? Je l'ai frappée à la bouche et elle a dit qu'elle allait prévenir les flics. Puis, elle a ajouté « De toute façon, je sais qui tu es ». Je lui ai dit « Eh bien, tu n'en parleras à personne ». Tu as fait quoi ensuite? Je l'ai étranglée. Avec tes 2 mains? Oui, par devant. Que crois-tu qu'elle voulait dire quand elle a déclaré « De toute façon, je sais qui tu es ». Le type qui avait tué les autres filles. Toutes les autres filles. Le serial killer? Oui. Pourquoi es-tu retourné sur le pont, Art? J'étais curieux. Curieux de quoi? Je voulais savoir si elle était toujours là. J'ai regardé par la vitre, mais sans l'apercevoir. Je me suis dit que la glace avait peut-être fondu et qu'elle avait été emportée. Par la suite, et pour les besoins des psychiatres de la défense, Arthur Shawcross écrit un mémo dans lequel il affirme être revenu sur les lieux 2 ou 3 jours après le crime. Voici ce qu'il y indique sous toute réserve. J'ai dû faire beaucoup d'efforts pour retirer son cadavre qui était pris dans la glace. J'avais emmené une scie à main avec moi. Je voulais découper les organes génitaux pour les donner à Robert Lee, le fils de Clara Neal. J'ai retiré les poils avant d'envelopper le vagin dans une serviette. Je suis retourné en ville où j'ai jeté la scie dans une poubelle de Chili Avenue. Puis je me suis rendu à Turning Point Park où je me suis amusé avec l'organe encore gelé tout en me masturbant. Après, je l'ai mis dans ma bouche pour le dévorer cru. J'avais perdu tout contrôle. Cet acte de cannibalisme ne figure pas dans les interrogatoires écrits ou filmés de la police, malgré des questions très précises au sujet d'éventuelles mutilations post-mortem des différentes victimes. Revenons à présent à l'interrogatoire du 4 janvier 1990. La nuit où tu as jeté son corps, qu'as-tu fait par la suite? Je suis allé prendre mon petit déjeuner au Dunkin' Donuts sur Monroe Avenue. Tu y as rencontré quelqu'un que tu connaissais? Oui, Colleen, la belle-sœur du propriétaire. J'allais souvent pêcher avec elle. Tu as discuté avec elle? Oui, mais rien de spécial. C'était juste pour passer le temps.
Tu as eu des rapports paix avec Suzanne, c'est elle qui t'a vu en compagnie d'Elizabeth Gibson, mais tu n'as pas essayé de la tuer. Pourquoi? Parce qu'avec elle, j'étais arrivé à Bandai. Tu en as rencontré d'autres que tu n'as pas tuées? Oui? Combien d'autres? 3. Suzanne, la blonde qui habite près de Saint Paul Street, Ruthie et une rousse. Elles t'ont satisfait sexuellement? Oui? Et tu les payais? Celle d'Ambrose et de Lake, elle m'a toujours dit 20 $ pour une pipe. Si ça marche pas, je te rembourse. Ça n'a jamais marché. Elle se crevait vraiment le cul, mais ça n'a jamais rien donné. Avec tous ces meurtres, tu n'avais pas de problème pour que les filles te suivent? Mais non, je n'ai jamais eu de problème. Elle me connaissait bien, je discutais souvent avec elle. Certaines avaient même proposé de me rembourser. J'allais souvent dans le coin en voiture, à bicyclette ou parfois à pied. Comment as-tu fait pour les tuer aussi facilement? La plupart du temps, je ne savais pas moi-même que j'allais les tuer. Et puis elles me connaissaient et ne s'y attendaient pas. Je les attaquais très rapidement. Ça provoquait chez elles un état de choc. Elle ne se doutait absolument pas de ce que j'allais faire. Où as-tu appris à faire ça? Demandait à l'oncle Sam. C'est pendant ton service au Vietnam. Demandait à l'oncle Sam. Est-ce que tu as eu des contacts avec la police pendant l'enquête? J'étais tout le temps au Dunkin' Donuts pour manger et de nombreux policiers y allaient très souvent. Je discutais avec eux pour savoir comment l'enquête progressait. C'était un jeu pour toi ou tu le faisais pour te moquer de la police? Non, c'était la routine quoi. Quoi? Tu as quelquefois pensé à ces filles et est-ce que tu leur avais fait? J'avais appris à faire l'impasse sur les mauvaises choses, sur les mauvaises choses et à ne pas y penser. Est-ce que tu te rendais compte de la portée de tes actes au moment où tu tuais ces filles? Oui, mais ça m'était complètement égal. La routine quoi. Tu as tué beaucoup de monde, tu n'as jamais eu peur de te faire prendre. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Est-ce que tu suivais les articles dans les journaux pour voir s'ils étaient exacts? Oui, j'en ai vu, mais cela ne m'intéressait pas particulièrement de les lire. Tu n'as jamais découpé d'articles? Non, cela m'importait peu de savoir ce qu'ils racontaient. As-tu emporté des objets appartenant aux victimes pour les garder en souvenir? Non, jamais, sauf pour le couteau de June Stott qui me plaisait bien. Mais après, je l'ai jeté. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait est terrible? Oui. Que devrait faire la police avec quelqu'un comme toi? M'emprisonner pour le restant de mes jours. Si on me relâche, je recommence. Au cours d'un procès télévisé en direct, et grâce à un dossier excellemment préparé par Charles Siragusa, district attorney du comté de Monroe, Arthur Shawcross est condamné pour le meurtre de 10 femmes. Sa condamnation mentionne meurtre au second degré, qui est le maximum prévu pour l'État de New York. Il devrait passer 250 années en prison avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, ce qui implique que Shawcross passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Ayant eu la chance de rencontrer Charles Siragusa à Washington, celui-ci a accepté de me livrer un certain nombre de réflexions concernant le cas d'Arthur Shawcross, une affaire comme celle de Shawcross qui a tué en toute impunité des femmes pendant une période de 21 mois, a profondément affecté la communauté. Les habitants de Rochester sont devenus de façon indirecte les victimes de ces crimes parce qu'ils n'osaient plus se déplacer dans certains quartiers, ni la nuit. Lorsque les gens savent qu'un serial killer sévit dans une région, ils espèrent l'éviter. Des restaurants, des boîtes de nuit, des salles de spectacle ont dû fermer faute de clients. Des manifestations, des congrès ont été annulés. Sans oublier le coût phénoménal de l'enquête et du procès d'Arthur Shawcross, je l'estime à bien plus d'1,5 million de dollars. Cette affaire a mis en lumière certains défauts de notre appareil judiciaire. On ne devrait jamais permettre à des individus comme Shawcross de sortir de prison. Cette affaire reste une tâche pour les citoyens qui respectent la loi. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi on a autorisé Shawcross, il y a 18 ans, à plaider coupable pour une condamnation moindre. Ensuite, parce qu'Arthur Shawcross a été remis en liberté avant d'avoir achevé sa peine. Troisièmement, les citoyens du comté de Monroe ignoraient totalement que Shawcross avait été volontairement placé au sein de leur communauté. Jamais personne n'a prévenu la police de Rochester de la présence d'un individu aussi dangereux, alors que la vague de ces crimes faisait la une de toute la presse. Arthur Shawcross est un parfait exemple des défauts du système et du manque de communication entre les divers rouages de la machine judiciaire et policière. J'espère que cela servira de leçon. Pendant que Shawcross purgeait sa première peine, un psychiatre affilié à la commission de libération conditionnelle avait très bien cerné sa personnalité de tueur psychosexuel dangereux pour la société. Malgré cela, il fut relâché.
Lui et d'autres savent ainsi profiter du fonctionnement bureaucratique de la justice. Les policiers chargés de l'enquête, les témoins objectifs du procès, comme Charles Siragusa, chargé de l'accusation, ne se sont pas laissés apitoyer par les aveux tardifs de Chokros concernant des actes de mutilation, de nécrophilie ou de cannibalisme. Avec Arthur Chokros, dit Siragusa, vous avez un individu qui s'est servi de ce que son psychiatre lui a dit pour tenter d'établir une défense plaidant la folie. Il affirme avoir été victime d'abus sexuels pendant son adolescence, que les atrocités dont il a été le témoin au Vietnam l'ont poussé en retour à commettre des actes similaires à Rochester, que des agents chimiques tels que le célèbre agent orange avaient profondément altéré son métabolisme psychique, etc. Je suis même sûr qu'il jouait avec les émotions du public afin que l'opinion pense « Bon Dieu, si ce pauvre type a subi toutes ces horreurs pendant son enfance, s'il a vécu toute cette violence au Vietnam, peut-être que ce n'est pas sa faute mais celle de la société ». Par ailleurs, les aveux tardifs de son cannibalisme participent de cette manipulation du système que l'on retrouve chez les serial killers. Vous remarquerez qu'aucun des témoignages signés de sa main est recueilli par les policiers de Watertown en 1972 ou de Rochester en 1990 ne font état de cette perversion. Ce n'est qu'après avoir rencontré un psychiatre appointé par la défense qu'Arthur Chokros a prétendu avoir dévoré des organes de Jack Blake ou de quelques-unes de ses victimes de Rochester. On ne conçoit pas de meilleur moyen de convaincre un jury que vous êtes fou si vous déclarez avoir des pulsions cannibales. L'avocat de Chokros prétend que son client souffre de désordres psychiatriques et d'attaques complexes de nature épileptique qui seraient responsables de ces crises de folie meurtrière. Cependant, nous avons produit devant la Cour les dossiers médico-scolaires, militaires, psychiatriques et pénitentiaires d'Arthur Chokros. Dans aucun d'entre eux, il n'est fait mention d'un quelconque problème d'attaque ou de crise d'épilepsie. Par contre, le caractère asocial et dangereux d'Arthur Chokros y est souligné dès son plus jeune âge à 7 ans. Déjà, il avait menacé ses camarades en brandissant une barre de fer dans le quart de ramassage scolaire avant d'être maîtrisé par un des surveillants. De même, la défense a eu recours à l'hypnotisme pour affirmer que Chokros avait subi de graves abus dès son enfance. Il régressa ainsi à 6 ans, 10 ans, etc. Mais le résultat fut loin d'être probant, car le psychiatre hypnotiseur guidait trop les réponses de Chokros. Il a prétendu que sa mère l'avait sodomisé avec un manche à balai et qu'il aurait senti le bout du bois dans sa gorge. Cela aurait laissé d'importantes séquelles physiques. Au moins, une visite chez un médecin ou à l'hôpital, la défense a été incapable d'apporter ses preuves. Au cours de cette même séance, Arthur Chokros s'est prétendu possédé par Ariems, un démon cannibale du XIIIe siècle, assoiffé de sang, dont il serait la réincarnation. Dans cette volonté frénétique de plaider la folie et l'irresponsabilité, Arthur Chokros a exagéré. Il a écrit qu'il avait fait l'amour avec sa mère, ses 2 sœurs, un cousin, une jeune voisine, un adolescent de son quartier, un homme qu'il avait dragué, un poulet, un cochon, une vache et un cheval. Le poulet en était mort. En prison, avant son procès, Arthur Chokros a correspondu avec sa maîtresse, Clara Neal. Elle nous a remis un certain nombre de lettres qui prouvent amplement le machiavélisme de Chokros. Dans l'une d'elles, il se dévoile « On va me faire passer des radios du cerveau et j'espère qu'on va trouver quelque chose, sinon on va me brûler les fesses, les cuire, les frire et les suspendre. Si c'est le cas, n'oublie pas d'apporter le sel. » Un accusé possède le droit constitutionnel de s'auto-condamner, et je crois qu'Arthur Chokros a lui-même décidé de la sentence lorsqu'il s'exprime ainsi. Cette manipulation de la justice dont fait état Charles Siragusa est assez frappante dans les aveux de Chokros. Lorsqu'on rapproche les déclarations clés qui concernent directement les crimes, il apparaît que notre assassin rejette la responsabilité sur ses victimes. N'oublions pas le meurtre du jeune Jack Blake qui aurait persisté à suivre Chokros et provoqué sa fureur. Ou se demander à l'oncle Sam quand les policiers lui demandent où il a appris à tuer et à mutiler. De même, il massacre des femmes au Vietnam parce qu'elles faisaient pareil avec les Américains. Arthur Chokros minimise sa responsabilité, une attitude que l'on retrouve chez la plupart des serial killers. Quelle est la motivation des crimes d'Arthur Chokros? La personne la plus à même de répondre à cette question est Charles Siragusa. En me fondant sur 15 années d'expérience en tant que procureur, la raison pour laquelle Arthur Chokros tuait me semble très simple. Mais la communauté ne peut pas l'accepter de gaieté de cœur car elle fait appel aux pires pulsions de notre nature humaine.
Arthur Shawcross n'était pas légalement fou. Je ne pense pas non plus qu'il était normal. Ce qui le motivait, il adorait tuer. Arthur Shawcross se nourrissait de la violence. Il s'est placé à 11 reprises dans une situation qui, fatalement, devait aboutir au meurtre. Shawcross savait exactement où il allait.